Alors, voici le cours 3, la théorie en lien avec le rôle des catégories pour le cours technique de commercialisation. Alors, les deux volumes avec lesquels j'ai travaillé pour faire ce cours, Commerce de détail, gestion de tendance, Johanna Breck, Marchandisage, aménagement de commerce, Michel Gaulin, sont en fait deux auteurs qui utilisent la même terminologie pour la théorie qu'on a vue au cours 2 et également pour le rôle des catégories. Alors, un petit retour sur le cours 2. Assortiment de produits, c'est l'ensemble de l'offre du détaillant. Alors, quand vous entrez, par exemple, à la coop et vous regardez l'ensemble des produits, alors ça représente l'assortiment. La largeur, c'est le nombre de catégories de produits. Si on se rappelle, dans votre travail de session, je vous demandais 15 à 20 catégories. La profondeur, c'est le nombre de produits qu'on retrouve dans chacune de ces catégories-là, qui est obtenu en multipliant en cascade, par exemple, le nombre de marques fois le nombre de grandeurs, fois le nombre de couleurs, fois etc. Donc, la multiplication en cascade nous donne le nombre de produits dans la catégorie. Ma longueur, elle, qui va me donner une idée de la variété des produits offerts dans mon magasin, sera l'addition de chacune de ces profondeurs-là. Et ma cohérence, c'est le lien qui va exister entre mes différentes catégories. On se souvient bien que plus mon magasin est spécialisé, plus la cohérence est très grande entre mes catégories et plus je suis une grande surface généraliste comme un Walmart. Alors là, il y a moins de cohérence entre mes différentes catégories de produits, mais ça répond à un besoin, à des besoins du client de faire un arrêt pour un magasinage. Aujourd'hui, on va voir la séance du marchandisage. On va attribuer le rôle aux catégories. On va regarder les politiques de marque, principe de Pareto et vous pourrez terminer en fait la partie 1, le bloc 1 donc du travail de session. Qu'est-ce que le marchandisage? En fait, ce qu'elle précise, bon, c'est une science qui est inexacte, évidemment, parce qu'elle est basée sur le comportement du consommateur. Donc, ça précise comment on doit présenter nos produits sur notre surface de vente en se basant sur deux éléments, comment les clients voient les produits et comment ils se déplacent. Alors, ce sera de la théorie qu'on verra un peu plus tard là, dans la session vers le cours 7 ou 8. Alors, ce qu'on veut, c'est séduire notre client et augmenter la rentabilité au pied carré. Attribution du rôle des catégories, ça va correspondre à priorité à l'importance que le détaillant va accorder à cette catégorie. Les ressources vont être allouées en fonction du rôle qu'on va leur attribuer. Bon, par exemple, vous êtes une boutique de vélo, votre catégorie qui attire le client en magasin, c'est bien évidemment le vélo. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos employés qui travaillent dans ce secteur-là connaissent bien les vélos, même les utilisent pour eux-mêmes et sont capables d'en parler aux clients et d'en vendre, de les vendre, mais aussi de vanter les mérites des produits parce qu'ils l'ont essayé. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que attribuer un rôle à chacune des catégories va nous aider à le placer le produit sur notre surface de vente pour faire en sorte que les clients circulent le plus possible dans le magasin. Donc, maximiser la circulation de façon à s'assurer que chacun des pieds carrés de notre magasin soit vu et soit visité par mes clients. Il y a deux approches possibles. Si on utilise l'approche du détaillant, c'est pas elle qu'on va utiliser. Euh, cette approche-là fait en sorte qu'on va prendre en compte le pourcentage de marge bénéficiaire puis les parts de marché. Par exemple, si mon détaillant a 10% de marge bénéficiaire sur un produit, il va lui accorder jusqu'à 10% de l'espace sur la surface de vente. Même principe pour les parts de marché. Alors nous, on va utiliser plutôt le point de vue du client parce elle est plus adapté à l'approche marketing, donc une approche qui serait orientée vers le client. Alors, mais par contre, il faut que vous compreniez que si on utilise une approche client comme ça va être bénéfique pour le détaillant pour des raisons évidentes. Le client, il va se sentir à l'aise, confortable, il va faire ses achats, il va revenir. Donc, le rôle des catégories attribué en fonction du client cible, comme je vous disais, ça implique de prendre en considération son comportement d'achat et de magasinage. Donc, il faut le connaître, connaître un peu ses habitudes, connaître qu'est-ce qu'il aime et savoir pourquoi il vient en magasin et qu'est-ce qu'il s'attend à trouver sur notre surface de vente. Alors, voici les quatre rôles de catégorie. Destination,
routine, saisonnier occasionnel sont ensemble et commodité. Alors, j'ai choisi cette façon de fonctionner-là, cette façon de catégoriser les produits via les rôles des catégories, parce que c'est plus simple. Déjà, quand vous regardez destination, routine, saisonnière, occasionnelle, commodité, vous avez déjà une idée de quel genre de produit vous mettrez dans votre catégorie destination et quel vous mettrez dans routine, etc. Donc, catégorie destination, c'est celle qui fait entrer le client dans ma boutique. Et pour mon client, donc, le détaillant désire être le premier fournisseur. Alors, ça veut dire que quand un client pense à s'acheter, par exemple, un vélo, il pense à venir chez Vélo Plus. Bon, exemple, c'est le nom de mon magasin. Alors, pour le client, les concurrents ne sont même pas considérés comme une solution de rechange. Excusez-moi. Il s'agit d'un produit qui offre une valeur supérieure et pour les clients euh, de cette catégorie-là, donc les produits vont se différencier par un bon rapport qualité-prix et une offre exclusive. Qu'est-ce qu'on veut dire une offre exclusive? C'est que vous êtes en mesure de lui présenter des produits qu'il ne trouverait peut-être pas ailleurs. Donc, vous gardez des exclusivités et en plus, votre marque maison aussi. Donc, c'est pour ça que je vous demandais de créer votre marque maison. Catégorie destination, donc, doit être aussi la meilleure en ce qui concerne les ventes, part de marché, satisfaction du client et niveau de service. Je vais passer plus de temps au niveau de service. Employés bien formés, qui connaissent bien et utilisent les produits, c'est ce que je vous disais tantôt. Le reste, part de marché et vente devrait en découler. Et bien, si tout ça est bien fait, le client devra aussi être satisfait de l'offre des produits de la catégorie destination. Par exemple, pour une boutique de vélo, vous pourriez, bien évidemment, le- la catégorie destination, une des catégories destination, parce qu'il peut y en avoir plus d'une, sera les vélos. Alors, j'ai choisi de vous présenter la marque Panorama. Bon, vous savez, dans une catégorie, il y a plusieurs marques. Là, pour identifier mon produit vélo, je voulais vous montrer une marque québécoise de vélo et faire une parenthèse en même temps pour vous dire que quand vous faites vos recherches de produits, ben, dans Google, tapez vélo de marque québécoise et honnêtement, vous en trouverez un certain nombre, ne serait-ce que De Vinci et Louis Garneau, je pense Cervélo aussi. Et là, ben, voici Panorama. Là, vous comprenez qu'une catégorie de produits, il y a plusieurs produits de plusieurs marques. Alors, moi, je voulais simplement vous présenter une marque québécoise qui serait une des marques que je garderais dans ma catégorie destination. Une autre catégorie serait ma catégorie routine. On dit que les produits de cette catégorie sont achetés si le client les voit. Alors, automatiquement, vous devez penser qu'en magasin, vous allez les placer à côté de la catégorie destination. Alors, le client va acheter un vélo et il va préférer acheter, par exemple, un casque chez vous. Alors, le détaillant, ce qu'il veut, c'est être le fournisseur préféré. Le client, par contre, ne se déplace pas nécessairement dans votre boutique pour acheter ces produits-là, mais quand il est sur place, il préfère les acheter chez vous. Ce sont des produits qui sont plus régulièrement achetés par les clients. Euh, on utilise la terminologie, en fait, la façon de catégoriser les produits avec destination, routine, saisonnière, occasionnelle et commodité. C'est quelque chose qui provient un peu du commerce de l'alimentation. Alors, quand on parlait des produits routine en alimentation, c'est ceux qu'on achète le plus souvent. Alors, du lait, du pain, des choses qu'on peut acheter dans à peu près toutes les épiceries. Quand on revient au commerce de détail, ben, ce sont des produits qu'effectivement on pourrait acheter et qu'on retrouve plus facilement chez d'autres détaillants parce que l'offre serait assez comparable chez les détaillants. Par contre, gardez en tête que votre client, il va jumeler cet achat-là avec un produit de la catégorie destination, il va préférer l'acheter. Donc, ce produit-là de la catégorie routine, tant qu'à être dans votre magasin. Alors, comme on dit, ce sont aussi des produits qu'on renouvelle un petit peu plus fréquemment. Alors, à gauche, vous avez votre produit de la catégorie destination qui est un vélo. Votre client vient acheter un vélo et je mets pas très loin en présentation des produits de la catégorie routine, par exemple un casque. Puisque le client est déjà dans votre boutique, il va préférer acheter ce produit. Maintenant, la catégorie saisonnière occasionnelle, c'est une catégorie qui crée une attraction. Alors, alors comme vous le voyez, saisonnière occasionnelle, c'est des produits qu'on n'a pas à l'année et ils sont traités un peu comme des
catégorie destination, sauf en ce qui concerne l'endroit où on va les placer en magasin. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, pour le client, le détaillant désire être un fournisseur important parce que ce sont pour mon client, parce que ce sont des produits qu'il ne garde qu'occasionnellement et on doit aussi les mettre en évidence en magasin parce qu'on veut les vendre. Bon, le meilleur exemple qu'on peut avoir, ce sont des produits, par exemple, vous êtes une boutique de vélo, alors à l'hiver, si vous n'avez pas d'autres assortiments de produits, ben vous allez vendre entre autres des produits pour l'hiver, le Winter Fat Bike, là, les fameux Fat Bike. Lui, je le sortirais de ma catégorie saisonnière, de ma catégorie destination vélo et j'en ferais une catégorie à part. Donc, si vous avez des vélos, si votre boutique pour le travail de session est une boutique de vélo, je vous suggère d'en faire une catégorie à part parce que ça sera une catégorie saisonnière occasionnelle. D'autres exemples, ben, pour les quincailleries, vous avez le mobilier de jardin, les spas, les accessoires de jardinage que l'on sort et que l'on met dans l'entrée, tout près en fait de l'entrée. Et c'est ça quand je vous disais qu'il diffère un peu en termes de placement de produits sur la surface de vente. Les produits de la catégorie saisonnière occasionnelle, on les met toujours proche de l'entrée à la vue du client le plus possible. On peut en mettre un peu d'autres dans le fond du magasin, mais il faut en placer quand même beaucoup à l'entrée pour qu'ils les voient, parce que ce sont des produits qu'on en garde pour une période éphémère. Un autre exemple, là, Starbucks avait sorti les Red Cups, j'imagine que ça avait rapport avec les Red Sox, là, je vous dis ça de même. Donc, on avait gardé temporairement ces produits-là. Un autre exemple, les produits pour le NHL All-Star Game, là, le match, comment ça s'appelle? Le match des étoiles, voilà. Alors, quand vous avez en magasin des produits de hockey, que vous vendez tout ce qu'il faut pour le hockey, ben, durant la saison, en fait, le week-end que dure le match des étoiles, ben, vous gardez ces produits-là. Alors, ça serait une catégorie saisonnière occasionnelle. Produits qui dépannent le client, ça, ce sont les produits de ma catégorie commodité. Ils nous permettent d'être vus comme un magasin où on trouve de tout lors d'une visite à un seul commerce. Alors, c'est pour ça que je vous disais d'avoir un assortiment de produits variés, même des protéines, des bouteilles d'eau, du tape, toutes sortes de petites choses qu'on peut mettre sur le bord de la caisse et à côté de nos catégories routines. Ça permet d'améliorer l'image du détaillant en ce qui a trait à la possibilité de trouver de tout, je m'excuse, pour votre sport en une seule visite. Évidemment, ces trucs-là, on les retrouve peut-être à plein d'autres boutiques, mais ça vous permet vraiment de faire en sorte de satisfaire l'ensemble des besoins de votre client en ce qui a trait aux produits que vous vendez en lien avec votre sport. Voici donc aussi d'autres définitions que vous pourrez regarder et lire et vous inspirer pour faire votre travail de session. Vous avez évidemment, parce que c'est super important, d'attribuer des rôles aux catégories. Dans votre travail de session, vous devrez donner votre explication et l'explication, ben, je vous en ai donné déjà en classe. Vous pourrez les personnaliser, mais vous en inspirez fortement. Et de toute façon, tous les diaporamas du cours devront figurer dans votre médiagraphie. La répartition des catégories, en théorie, dans la vie, on devrait garder de 10 à 30% de nos catégories de produits devraient être catégorie destination, 10 à 25 routines, saisonnière 25 à 40 et catégorie commodité 25 aussi à 40. Pour votre travail de session, je suis pas certaine que vous allez arriver dans le 25 à 40 pour la catégorie saisonnière occasionnelle. Si vous voulez des produits occasionnels, ça pourrait être par exemple euh, bon, voyez-vous, en fin de semaine, c'est le Super Bowl. C'est le Super Bowl ce soir, dimanche. Donc, si j'étais une boutique de football, j'aurais probablement des produits sur le Super Bowl. En lien avec le Super Bowl, ce serait occasionnel. Fait que si vous êtes capable de trouver un événement qui a lieu autour du mois de mai en lien avec votre sport, vous pourriez avoir une catégorie saisonnière occasionnelle. Occasionnelle, en fait, pour ça. Saisonnier, ben, ce serait mon fameux Winter Fat Bike. Et c'est pas grave si on rouvre la boutique au mois de mai et que le Fat Bike, on va les ranger. Euh,
pour les bienfaits du cours, là, c'est d'appliquer simplement la théorie que je vous montre. Donc, c'est pas si grave là, si vous respectez pas jusqu'à 40%. C'est des trucs qu'on voit plus dans certaines autres boutiques plus spécialisées qui, par exemple, l'hiver vendent des skis, entre autres, et l'été enlèvent les skis et mettent tout ce qu'il faut pour faire du vélo. Alors, ils ont deux assortiments de produits selon les saisons. Et la catégorie commodité 25 à 40%, c'est une catégorie importante pour le détaillant. Quand vous allez à la coop, là, c'est tous les petits produits sur le bord de la caisse, là, les snacks, les arachides, les gommes, tout ce que vous avez là, c'est de la catégorie commodité. Les popsicles, donc c'est des produits sur lesquels le détaillant fait quand même pas mal de profit. Alors, il faut absolument en avoir. Alors pour le cours, j'avais la semaine dernière, j'avais utilisé un exemple avec un commerce qui s'appelle Vive la pluie. J'ai recopié donc le tableau présentant le nombre d'UDS, donc la profondeur de chaque catégorie, ainsi que la longueur de mon magasin. Quand vous regardez comme ça, en fonction du nombre d'UDS, spontanément, vous vous dites que ma cliente se déplace en magasin expressément pour acheter probablement les bottes de pluie parce que j'ai beaucoup de choix et j'ai beaucoup de choix aussi dans les manteaux. Alors, ça devrait être une indication là, de comment répartir le rôle des catégories entre vos produits. Et si vous réalisez, quand vous avez terminé votre profondeur, que votre catégorie vélo, vous en avez, c'est votre plus petite catégorie, vous n'avez vraiment pas tant de choix que ça va être le temps de rajouter des clés de lecture, probablement des marques. Alors, catégorie manteau et bottes de pluie, pour moi, manteau de pluie, bottes de pluie, ce sont mes deux catégories de destination et j'ai mis un autre exemple d'explication. Ces catégories de produits font entrer le client dans ma boutique ces clients donc se déplacent expressément pour y retrouver ces produits et s'attendent donc à avoir du choix. Et du choix, pour moi, ça s'appelle aussi avoir plusieurs clés de lecture. Le chapeau de pluie va être la catégorie routine, mais car mes clients ne viendront pas nécessairement pour acheter ces produits-là, mais tant qu'à avoir acheté par exemple un manteau, ils vont acheter le chapeau. Alors, ce sont des catégories routines. Et sac imperméable, plastique de pluie pour poussettes, ce sont mes catégories commodité. Mes clients retrouvent ce genre d'accessoires en boutique car je veux qu'ils trouvent de tout en une seule visite pour la pluie. Et mes parapluies vont être une catégorie saisonnière parce que je vais les garder par exemple juste au printemps ou à l'automne. Là, c'est imparfait un peu mon exemple de truc sur la pluie parce que j'ai juste six catégories de produits. Donc, c'est un peu difficile là, d'avoir un vrai produit commodité. J'aurais pu avoir sur le bord de la caisse, je ne sais pas, des produits imperméabilisants. J'aurais pu avoir des petits produits sur le bord de la caisse que le client achète spontanément avant de partir. Donc, et qui lui permettrait de trouver de tout là, en une seule visite. Bon, je conçois que mon exemple est un peu imparfait, mais vous aurez 20 catégories de produits, donc trois fois plus. Alors, ça sera beaucoup plus simple de trouver les rôles et honnêtement, ça devrait se faire assez spontanément, vous allez voir. Les politiques de marque. Alors, on va regarder deux sortes de marques. La marque du fabricant, qu'on appelle la marque nationale. C'est une marque qui est détenue par une industrielle. Ce qui la caractérise, c'est que vous retrouvez des marques nationales, des produits de marque nationale d'un bout à l'autre du pays et même à l'extérieur du pays. Il y en a, vous pouvez retrouver ces produits-là en Europe, ailleurs. Des produits Danone, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a ici. Alors, ce sont des marques nationales qu'on appelle. Et on les retrouve aussi dans la plupart des enseignes de grande distribution. Donc, vous pouvez les avoir au Maxi, au Provigo, chez IGA. Les marques de fabricants, elles, ce qu'elles ont de particulier, c'est que ce sont elles qui ont encore le taux de notoriété le plus élevé, simplement à cause de la grande distribution. OK? Alors, on les retrouve partout. Donc, elles sont naturellement les plus connues. La marque de détaillant, qu'on appelle aussi marque privée, marque maison, marque distributeur, c'est ce que je vous demande d'avoir pour votre commerce. Donc, c'est une marque privée, créée, détenue par une enseigne et qu'il va vendre pour quelques-uns de ses produits, mais souvent pas tous ses produits. Alors, vous avez par exemple Sélection a un échantillon de produits. La marque Sélection, c'est la marque de métro. Donc, vous avez une sélection de produits métro. Et vous avez des produits de la marque Irrésistible qui sont des produits de la marque Maison chez IGA. Ah non, je m'excuse, c'est Metro aussi, mais c'est une autre gamme de produits. Je suis désolée. Chez IGA, c'est quelle marque? J'ai plus le souvenir. Donc,
Voilà un exemple d'étalage de produits avec beaucoup, beaucoup de marques maison. Donc, si vous regardez les pois, les haricots, la macédoine de légumes, les champignons, c'est tous des produits de la marque maison. Et souvent, les marques nationales sont reléguées sur les tablettes un petit peu plus basses. On regardait les pois Le Sieur, qui est une des marques qui était les plus connues et en termes de produits quand même de qualité, sont relégués à l'avant-dernière tablette du bas. Et je me souviens d'une présentation que j'avais eue en marketing, des gens d'une enseigne très connue là, qui disait que quand vous détenez le théâtre étant la surface de vente, vous pouvez choisir les vedettes, donc la marque maison, et savoir quel rôle vous allez leur donner, donc sur quelle tablette on va les placer. Alors, on a un parfait exemple ici avec la marque maison de Métro, les produits, le canage sélection qui se retrouve définitivement sur les tablettes les plus hautes, donc plus à la vue du client. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard dans le cours. Les marques de détaillants, même s'ils sont les moins connus encore, sont en forte progression. Vous l'avez vu sur les tablettes du métro, mais sont en progression partout dans le monde, même si les marques de fabricants sont encore une fois les plus vendues. Un bon exemple de magasins qui ne vendent que leur marque à eux, c'est Decathlon. Alors, n'essayez pas de trouver des produits Decathlon ailleurs, chez Sport Expert, chez un autre détaillant d'articles de sport. La marque, en fait, Decathlon détient plusieurs marques de commerce et ont aussi une brevet pour une trentaine de produits que vous ne trouverez pas ailleurs que chez Decathlon. C'est pourquoi, en fait, vous devez créer votre marque maison euh, et choisir des marques québécoises, des canadiennes, en fait, pour chaque catégorie de produits. C'est assez simple. En fait, si vous n'en connaissez pas, vous essayez via Google. Et si, honnêtement, par exemple, vous avez une boutique d'équitation, vous ne réussissez pas à trouver des selles faites au Canada ou au Québec, ben, vous me mettrez juste une petite note dans le travail pour me dire que ce sont tous des marques américaines ou européennes que vous n'avez pas trouvées. Dans votre tableau des marques, en fait, dans votre tableau des profondeurs pour chacune des catégories, je vous demande d'identifier peut-être à l'aide d'une couleur ou d'une autre façon. Par exemple, vous pouvez dire que toutes les marques québécoises vont être orange ou en rouge et votre marque maison sera en verte. Alors, trouvez-moi une façon de bien identifier pour que je les fasse, que je les vois rapidement lors de la correction, pour pas que j'aille moi-même à faire les recherches si je les connais pas, si ce sont des marques québécoises ou canadiennes. Alors, vous me les mettez en rouge, par exemple, ou en différentes couleurs, toutes les marques québécoises et votre marque maison devra être aussi bien identifiée, même si vous n'avez pas encore trouvé comment vous l'appellerez, c'est pas grave, vous avez toute la session pour faire ça. Euh, pour terminer la partie 1, on a besoin des informations qui suivent. Je vous introduis au principe ou aux lois de Pareto. Wilfredo Pareto, c'est un économiste et sociologue. C'est drôle, ça semble être bizarrement deux sciences qui sont peu compatibles, mais en fait, économiste et sociologue, c'est ce qu'il était au 19e siècle. Et lui, il a fait un principe où la loi de Pareto, c'est la loi du 20-80. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Cette théorie suggère que 20% des causes sont responsables de 80% des effets, par définition, bien sûr. C'est une technique qui est souvent utilisée dans le domaine de la gestion des stocks, par exemple. Si on l'applique, par exemple, dans notre cours, on dirait que 20% de nos clients génèrent 80% des résultats, donc de mes ventes. Alors, 20% de mes clients fidèles génèrent 80% de mes résultats. C'est pour ça que je dois mettre l'emphase sur mes clients fidèles. Je peux dire en magasin aussi que, grosso modo, 20% de mes produits génèrent 20% de mes ventes. Ah, mais dans la vraie vie, on est plus à 20 à 30% des acheteurs d'une bannière représentent 70 à 80% du volume des ventes de cette bannière. Le principe de Wilfredo Pareto datait du 19e siècle. Au 19e siècle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la mondialisation, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un concurrent qui était en Chine, mais que via Internet, il vend ses produits. Donc, c'est pour ça que le principe a évolué un peu. Donc, 20 à 30% de mes acheteurs constituent 20 à 30%, à 70 à 80% du volume des ventes. Et on peut en déduire aussi que 20 à 30% de mes produits vont générer 70 à 80% de mes ventes.
C'est pour ça que dans le travail, je vous demande de faire ressortir, selon vous, les produits qui seront les plus en demande, les produits pour lesquels vous aurez une demande accrue et pour lesquels vous devrez en fait jamais tomber en rupture de stock. La seule fois où je vous demande de réfléchir à, par exemple, un polo pour homme noir de grandeur médium. Ça, je vais devoir en garder vraiment beaucoup parce que je vais en vendre beaucoup. Là, ce que je veux que vous sortiez, c'est les produits, selon vous, qui vont être vraiment les plus populaires. Alors, si vous êtes dans les vêtements, vous savez que pour hommes, c'est médium large, femmes, c'est souvent médium, les grandeurs de chaussures. Et là, faudra vraiment nommer les produits par SKU au complet. Pas juste dire ma catégorie, parce que je vous en demande d'en sortir une dizaine de produits qui vont être les plus vendus. Donc, sortez-moi pas 10 catégories. Il faut vraiment sortir 10 10 produits en termes de SKU au complet. Donc, par exemple, vous introduirez cette section en disant voici les 10 produits qui, selon nous, nous devrons toujours avoir en stock. Donc, c'est le point 7. Alors, vous les sortez comme c'est écrit, polo pour femmes de marque Lacoste, grandeur médium de couleur rose. Alors, ces produits-là vont générer plusieurs ventes. Alors, c'est comme ça qu'on va le travailler, cette portion-là, la liste des produits toujours en stock. Et pour votre travail de session, en fait, en ce moment, vous êtes capable de faire toute la partie 1 au complet. J'aimerais préciser pour le point 6, quand on parle de l'agencement des marques offertes, on vous demande de dire en quoi 5 marques choisies, 5 marques que vous avez qui reviennent pour l'ensemble de vos produits, euh, vont faire en sorte que vous présentez à vos clients un assortiment des marques intéressant pour vous et pour lui, évidemment. Alors, l'agencement des marques offertes, là, c'est ça. Dites en quoi 5 marques choisies permettent d'offrir cet fameux agencement idéal que vous comptez offrir à votre persona. Alors, ce sont 5 marques intéressantes qui vont faire déplacer le client, soit parce qu'il va avoir envie de le découvrir, soit parce qu'il va être à la recherche de nouveautés. Alors, 5 marques, et là, vous pouvez aller regarder le site web et regarder un petit peu. Ça se peut que ce soit en termes de culture et de valeurs qui vous rejoignent. Si vous avez une préoccupation environnementale dans votre client, dans votre commerce, en fait, vous en aurez une, mais si celle-ci rejoint celle de la marque choisie, vous pouvez faire ressortir ça aussi. Par exemple, vous devez débuter votre réflexion sur une nouvelle technologie à introduire dans votre commerce et favoriser une action qui dénote une préoccupation environnementale et artistique. Alors, c'est là le lien que je veux faire. Donc, si par exemple, vous choisissez des vêtements qui sont tout en coton bio, c'est une marque que vous choisissez d'avoir pour plusieurs produits. Alors, vous pouvez faire le lien quand vous parlez d'assortiment, d'agencement des marques idéales. Faites le lien avec votre préoccupation environnementale, par exemple. Ou si vous choisissez une autre marque où, par exemple, les vêtements, c'est des artistes qui peignent dessus, ben là, ça a un lien avec votre préoccupation artistique. Sinon, ça peut juste être des marques que vous pensez que votre client va aimer retrouver chez vous. Alors ça, c'est un début de réflexion. Je vous donne un exemple. Chez Simons, quand ils ont ouvert leur beau magasin à Place, aux Galeries de la Capitale, il y a un peu plus de 2 ans, ils ont une préoccupation environnementale, une artistique et une technologique. En fait, il y en a plusieurs. Technologie, c'est les fameuses recharges vous pouvez arriver avec votre voiture électrique et recharger. Une préoccupation environnementale parce que c'est en géothermie. OK, alors on va en reparler, là, mais c'est chauffé par géothermie. Et une préoccupation artistique parce que si vous regardez, il y a quelques œuvres d'art sur le plancher de vente chez Simons. Donc, nous, on va rejoindre aussi également dans notre boutique ces 3 préoccupations-là. Alors, c'est le temps de travailler. Je vous souhaite bon travail et on se voit donc en début de cours pour faire un petit retour sur la théorie. Bonne journée.